Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue dans cette vidéo sur le nantissement du fonds de commerce. Alors dans cette vidéo, dans un premier temps, on va donner une définition du nantissement du fonds de commerce, on va expliquer en quoi consiste le nantissement du fonds de commerce. Ensuite, on parlera du régime du nantissement conventionnel du fonds de commerce, puisqu'on verra qu'il y a deux types de nantissement du fonds de commerce, le nantissement conventionnel et le nantissement judiciaire. Et puis enfin, on s'intéressera au nantissement judiciaire du fonds de commerce. Alors c'est parti. Alors pour bien comprendre en quoi consiste le nantissement du fonds de commerce, il nous faut définir deux notions. Le nantissement et le fonds de commerce. Le nantissement, c'est l'affectation d'un bien meuble incorporel en garantie d'une dette souscrite à l'égard d'un créancier. On a donc une personne, qu'on appelle le débiteur, qui a une dette envers une autre personne, qu'on appelle le créancier. Et pour garantir au créancier qu'il obtiendra le paiement de cette dette, le débiteur va prendre un nantissement sur un de ses biens incorporels. Le nantissement va donc permettre au débiteur de garantir son créancier dans le paiement de sa dette. Puisque concrètement, qu'est-ce qui se passe avec le nantissement? Il se passe que si le débiteur ne paie pas le créancier nanti, le créancier qui bénéficie du nantissement, on l'appelle le créancier nanti, et donc si le débiteur ne paye pas le créancier nanti, eh bien, le créancier nanti peut saisir le bien nanti et le faire vendre en justice afin de se faire payer sur le prix de vente. Donc si le débiteur ne le paie pas, le nantissement permet au créancier d'obtenir le paiement de sa dette. Et alors, il est très important de comprendre que le nantissement ne porte que sur des biens meubles incorporels. Si l'affectation porte sur un bien meuble corporel, alors il ne s'agit pas d'un nantissement, mais d'un gage. Il faut différencier nantissement et gage. Et donc, il est possible d'affecter en nantissement un bien incorporel. Ça peut être par exemple un solde de compte bancaire. Un solde de compte bancaire, c'est un bien incorporel et ça peut faire l'objet d'un nantissement. On peut également affecter en nantissement des parts sociales de société, ou bien encore un fonds de commerce. Puisque le fonds de commerce, c'est effectivement un bien meuble incorporel. D'accord? Et ce bien meuble incorporel, il est lui-même composé d'un ensemble d'éléments incorporels et corporels affectés à l'exercice d'une activité commerciale. C'est ça le fonds de commerce. C'est donc un bien meuble incorporel, lui-même composé d'un ensemble d'éléments incorporels et corporels. Et parmi ces éléments, on a donc la clientèle, c'est un élément important du fonds de commerce. On a également le non commercial et l'enseigne. On a le droit au bail, c'est-à-dire le droit d'être titulaire d'un bail commercial qui porte sur le local dans lequel est exploité le fonds de commerce. On a également les droits de propriété industrielle. Donc ça, c'est tout ce qui va être les marques, les brevets, etc., etc. On a les licences et autorisations administratives. On a le matériel. Donc par exemple, des meubles de bureau, des ordinateurs, des machines, etc., etc. Et puis enfin, on a les marchandises. Et donc tous ces éléments, incorporels et corporels, forment le fonds de commerce, qui est lui-même juridiquement un bien incorporel. Et donc, finalement, le nantissement du fonds de commerce va permettre au propriétaire du fonds de commerce d'affecter son fonds de commerce en garantie d'une dette souscrite à l'égard d'un créancier. Et donc, si le débiteur ne le paye pas, c'est-à-dire si le propriétaire du fonds de commerce ne le paye pas, le créancier peut saisir le fonds de commerce et le faire vendre en justice
afin de se faire payer sur le prix de vente. Alors, on verra dans la suite de cette vidéo qu'en réalité, le nantissement ne porte pas sur l'ensemble des éléments du fonds de commerce. Il faut savoir que parmi les éléments du fonds de commerce que j'ai cités précédemment dans cette vidéo, certains ne sont pas inclus dans le nantissement, certains en sont exclus. Mais à ce stade, retenez simplement que le propriétaire d'un fonds de commerce peut nantir son fonds de commerce afin de garantir son créancier dans le paiement de sa dette. Alors, ceci étant dit, il faut savoir que le nantissement peut être convenu donc entre un créancier et un débiteur. C'est ce qu'on appelle le nantissement conventionnel, et c'est le cas le plus fréquent. Ou bien le nantissement peut résulter d'une décision de justice. C'est ce qu'on appelle le nantissement judiciaire, et c'est un cas qui est plus rare. On va maintenant s'intéresser au nantissement conventionnel du fonds de commerce. Et pour commencer, en ce qui concerne le formalisme, comme son nom l'indique, le nantissement conventionnel résulte d'une convention, d'un contrat, et plus précisément, il doit s'agir d'un contrat écrit. Et puis également, pour être opposable au tiers, le nantissement doit être inscrit à un registre qu'on appelle le registre des sûretés mobilières, et qui est un registre qui est tenu au greffe du tribunal de commerce. Et donc, tant que l'inscription n'a pas été effectuée, le nantissement est inopposable au tiers. Maintenant, en ce qui concerne l'assiette du nantissement, qu'est-ce qui est inclus dans le nantissement du fonds de commerce? Eh bien, certains éléments du fonds de commerce sont toujours compris dans le nantissement, d'autres le sont éventuellement, et d'autres encore en sont exclus. Donc, de manière générale, le nantissement comprend toujours la clientèle, le nom commercial et l'enseigne, et le droit au bail. En outre, si l'acte de nantissement le prévoit, c'est très important, si l'acte de nantissement le prévoit, le nantissement peut également comprendre les droits de propriété industrielle, les licences et le matériel. Mais donc, on comprend que ces éléments seront inclus dans le nantissement uniquement si l'acte de nantissement le prévoit. Et puis enfin, les marchandises sont tout simplement exclues de l'assiette du nantissement. On le comprend bien puisque les marchandises sont des biens qui sont destinés à la vente et donc ne peuvent pas constituer une garantie pour le créancier. Maintenant, en ce qui concerne les effets du nantissement du fonds de commerce, eh bien, malgré la constitution du nantissement, le propriétaire du fonds de commerce conserve sa possession, de sorte qu'il peut en continuer l'exploitation. Mais en contrepartie, il doit en maintenir intacte la valeur. Et puis en ce qui concerne le créancier, si le créancier n'est pas payé par le propriétaire du fonds de commerce, il peut faire vendre judiciairement le fonds de commerce afin de se faire payer sur le prix de vente. On l'a dit précédemment dans cette vidéo. Et ce qui permet au créancier cette possibilité, c'est que le nantissement du fonds de commerce lui offre d'abord un droit de suite sur le fonds de commerce, qui lui permet de faire vendre judiciairement le fonds en quelques mains qu'il se trouve. Ça signifie que si le fonds de commerce a été vendu par le propriétaire, eh bien le créancier pourra tout de même saisir le fonds entre les mains de l'acquéreur et en ordonner la vente en justice. Et puis également, le nantissement du fonds de commerce offre au créancier un droit de préférence sur le fonds de commerce, qui lui permet d'être payé avant les autres créanciers sur le prix de vente. En ce qui concerne maintenant le nantissement judiciaire du fonds de commerce, en quoi consiste le nantissement judiciaire du fonds de commerce? Le nantissement judiciaire du fonds de commerce, c'est le cas où le créancier demande en justice
l'autorisation d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur afin de garantir sa dette. Et s'il estime la demande fondée, le juge rend une ordonnance afin d'autoriser l'inscription du nantissement. Donc finalement, avec le nantissement judiciaire, le nantissement est autorisé par un juge et est constitué contre la volonté du commerçant, hein, contrairement à ce qui se passe avec le nantissement conventionnel, puisque dans le cas du nantissement conventionnel, il s'agit d'une convention entre le créancier et le propriétaire du fonds de commerce. Donc le propriétaire du fonds de commerce consent au nantissement, mais dans le cas du nantissement judiciaire, ce n'est pas la même chose. Dans le cas du nantissement judiciaire, le nantissement est constitué contre la volonté du propriétaire du fonds de commerce. Quelles sont les conditions de ce nantissement judiciaire du fonds de commerce? Le nantissement judiciaire du fonds de commerce n'est possible que si deux conditions sont réunies. D'abord, le créancier doit avoir une créance qui paraît fondée en son principe. Et deuxième condition, le recouvrement de la créance doit être menacé. Ça signifie qu'il doit y avoir un doute sur le fait que le créancier pourra obtenir le paiement de sa créance auprès de son débiteur, c'est-à-dire auprès du propriétaire du fonds de commerce. Et puis en ce qui concerne les effets du nantissement judiciaire, eh bien c'est la même chose que pour le nantissement conventionnel. Le nantissement judiciaire du fonds de commerce offre au créancier nanti un droit de suite et un droit de préférence sur le fonds de commerce qui, ensemble, lui permettent, s'il n'est pas payé par le propriétaire du fonds de commerce, de faire vendre judiciairement le fonds de commerce afin de se faire payer sur le prix de vente. Voilà, ceci étant dit, sachez que vous pouvez télécharger mon pack de fiches en droit commercial. Ce pack, il comprend 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez mieux comprendre la matière, si vous voulez gagner du temps dans vos révisions et si vous voulez réviser efficacement le droit commercial, je vous recommande de télécharger ce pack. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.